je vais vous présenter la reconstruction des numéros de série obitérés dans les polymères. Donc, pour vous donner un petit plan de ma présentation, en fait, elle va être séparée en 3 parties. Donc, je vais d'abord débuter par la problématique. Je vais vous parler des numéros de série des polymères ainsi que de l'état d'or, particulièrement en matière de reconstruction. Je vais ensuite passer aux travaux antérieurs réalisés par notre groupe, donc vous présenter les bases de la spectroscopie Raman, les résultats d'imagerie ainsi que les défis subsistants. Et puis, je vais vous montrer un peu où on en est rendu aujourd'hui, donc particulièrement en vous parlant du ratio de dépolarisation. En fait, ma présentation, c'est un peu pour vous montrer en fait l'évolution du sujet qui a ultimement mené à mon projet de maîtrise. Donc, pourquoi est-ce que la reconstruction des numéros de série, particulièrement dans les polymères, est une problématique attrayante? En fait, les forensiers, particulièrement dans le domaine de la balistique, vont souvent rencontrer des cas de restauration de numéros de série. Donc, ces derniers sont souvent introduits lors du processus de fabrication, par exemple par estampillage, alors que l'activité criminelle va généralement mener à l'altération de leur profil par abrasion afin d'en empêcher la lecture. Donc, ces numéros peuvent fournir des informations précieuses à des fins d'enquête. On peut notamment penser à l'identification ou l'individualisation d'un objet donné, d'où la pertinence de leur restitution. J'aimerais également mentionner que la production et l'usage des polymères est de plus en plus courante dans notre vie de tous les jours. La production d'armes à feu, en fait, n'en fait pas exception, notamment en raison du faible coût de production lorsqu'on utilise des polymères. Puis, à titre indicatif, j'aimerais juste vous dire que le numéro de série se retrouve généralement sur la crosse ou la carcasse de la lave. Donc, bien que certaines techniques de reconstruction, de relecture existent dans la littérature pour ce type de matériaux spécifiquement, elles sont peu efficaces, mais surtout destructives. Donc, elles vont, par exemple, nécessiter l'emploi d'acide fort et sont donc problématiques lorsqu'on va traiter d'un échantillon pour faire l'objet d'une enquête ou d'un procès criminel. Donc, juste à titre informatif, ces techniques, en fait, vont se baser sur la prémisse que les portions estampillées et non estampillées, par exemple, de l'échantillon, vont réagir de manière différente, vont ainsi créer un contraste entre ces deux régions et retrouver le numéro de série ayant été altéré. Donc, comme ces techniques sont très peu fiables et destructives, il était assez urgent de mettre au point une nouvelle méthode de reconstruction efficace et contrôlée pour retrouver, dans le fond, les informations produites par marquage direct dans les polymères. Donc, si on s'intéresse un peu plus au mécanisme de propagation de la déformation, en fait, on peut dire que ces déformations vont se propager relativement profondément dans le matériau et vont subsister même lorsque le numéro de série sera abîmé superficiellement. Donc, comme la déformation locale et le modèle de distorsion structurelle va s'étendre sur la même région qu'en fait l'impression initiale, il va être ainsi possible de reconstruire l'information abrasée en imageant ces régions spécifiques. Donc, c'est un peu dans cette optique que mon groupe de recherche a cherché à exploiter la spectroscopie Raman, soit une méthode non destructive pour reconstruire les informations effacées. Donc, pour vous expliquer un peu les bases de la spectroscopie Raman, en fait, on va venir exploiter l'interaction inélastique entre le laser et la matière, ce qui va venir nous donner des informations sur le profil vibratoire des molécules constituant, par exemple, les polymères. Donc, un photon va venir interagir avec la matière en promouvant un électron dans un état virtuel supérieur, mais qui va être égal en énergie, dans le fond, à l'énergie de ce photon. L'électron va ensuite subir instantanément une radiation ou une transition radiative pour revenir à son état inférieur. Puis, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que certaines liaisons moléculaires qui vont être illuminées par ce laser ou par les photons vont subir un transfert d'énergie, donc c'est-à-dire du photon vers la liaison, puis va ainsi mener à l'oscillation de cette liaison. L'oscillation de cette liaison-là, puis en fait, les photons incidents vont être dépourvus de cette même quantité d'énergie. Puis, le spectre Raman que vous voyez à l'écran, dans le fond, va être basé ou construit sur cette différence d'énergie ou cette différence de fréquence. Donc, lorsqu'on a un spectre Raman, on peut exploiter plusieurs informations. Si on regarde notre premier paramètre, qui est en fait la variation de fréquence ou le décalage de pic, en fait, ça va nous donner de l'information sur l'énergie de la liaison moléculaire ou de l'oscillation moléculaire. Donc, une liaison qui va avoir subi une contrainte de type compressive va se déplacer vers les nombres d'ondes plus élevés, alors qu'une liaison ayant subi une contrainte de type tensile ou une traction va se déplacer vers les nombres d'ondes plus faibles. Si on regarde notre deuxième paramètre, qui est en fait la largeur à mi-hauteur, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est inversement proportionnel à la durée de vie de l'oscillation. Donc, pour de longues structures,
organisée, en fait, ça va conduire à un pic étroit. Alors qu'une oscillation qui va être plutôt amortie, c'est-à-dire lorsqu'on va avoir une liaison de molécules qui va présenter des défauts ou des déformations, ça va en fait provoquer un élargissement du pic. Donc, vous comprendrez qu'avec ces deux paramètres, on peut créer des contrastes entre des portions sous contrainte et qui ne sont pas sous contrainte de notre échantillon, en fait. Donc, si j'aborde rapidement ma procédure expérimentale, je vais d'abord parler de la préparation de l'échantillon. Ici, vous avez un exemple d'un échantillon de polycarbonate. Puis, en fait, ce qu'on a réalisé avec nos polymères, c'est qu'on a utilisé une technique manuelle d'estampillage à froid pour venir introduire une lettre H dans chacun de nos polymères. Puis, on est venu oblitérer la partie droite de cet échantillon avec une fraiseuse mécanique. Notre prochaine étape, en fait, a été de caractériser l'échantillon en obtenant et interprétant le spectre Raman. Donc, si vous regardez le spectre en haut à droite, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que chacune des bandes va être associée à une oscillation moléculaire bien précise, à une liaison bien précise. L'étape suivante, en fait, a été d'identifier les bandes sensibles, donc les bandes qui étaient affectées par le marquage de la lettre, donc la contrainte mécanique. Donc, on a réalisé cette étape en effectuant un balayage linéaire sur la surface qui est encore visible. Puis ici, vous regardez le graphique en bas à droite, donc celui qui est en rouge. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que la position du pic n'est pas constante tout au long de cette mesure linéaire. En fait, le graphique vous montre la présence de contraintes mécaniques résiduelles dans l'échantillon qui, en fait, vont correspondre en taille aux dimensions du H toujours visible que vous voyez à gauche. Puis je veux, en fait, attirer votre attention sur ces variations bien précises. Donc ici, il est question de décalage de pic de l'ordre de 1 à 1,5 cm-1, soit une variation qui est assez petite. Pour ceux que ça intéresse, en fait, cette bande spécifique est associée à l'élongation de la liaison CO. Donc, c'est en fait la liaison qui va lier les différents monomères du polycarbonate. Donc, notre prochaine étape, en fait, a été d'effectuer une procédure d'imagerie où un spectre Raman a été acquis à chaque point sur la zone complète de notre échantillon, donc les parties non oblitérées et oblitérées. Puis, vous voyez ici les résultats qu'on a obtenus dans la partie oblitérée. Donc, dans les deux cas, on a réussi à reconstruire le numéro. Si on regarde, la lettre en fait, si on regarde la cartographie du centre qui est basée sur le décalage Raman de cette liaison bien précise que je vous ai parlé dans la diapo précédente, on remarque que les ondes sous contrainte qui sont en bleu ont une valeur de fréquence qui est plus faible que dans les autres régions. Si on regarde au niveau de la cartographie à droite, on remarque que, en fait, qui est basée sur la largeur à mi-hauteur de cette liaison précise, on remarque que les ondes sous contrainte, qui sont comme en bleu pâle vert, ont une largeur de pic qui est supérieure aux autres endroits. Donc, ça corrobore en fait ce que je vous ai expliqué dans la partie plus théorique. Puis en fait, ce qu'on remarque avec ces deux cartographies, c'est que le contraste entre les zones contraintes et non contraintes permet de visualiser l'entièreté de la lettre H, c'est-à-dire incluant la partie oblitérée non visible à l'œil nu sur l'échantillon d'origine. Donc, pour conclure cette portion sur nos travaux antérieurs, je veux dire qu'on a réussi à développer une méthode qui était efficace, reproductible et surtout non destructive. Cependant, certains défis subsistent, entre autres le temps d'acquisition qui est assez élevé, le traitement de données qui va être très lourd, puis les exigences instrumentales qui sont également élevées, si je parle en termes de résolution spectrale. Puis, il est bien important de comprendre que ces défis, en fait, vont provenir du fait que nous voulons développer une technique qui peut être déployée dans de multiples laboratoires de sciences forensiques, donc à travers le monde potentiellement. Donc, où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui avec tout ça? En fait, pour contrer ces défis, il faudrait trouver un signal qui est plus facilement accessible en termes de résolution spectrale particulièrement, qui en fait serait qui relaterait en fait à l'intensité des bandes Raman. Donc, c'est un peu dans cette optique que nous poursuivons la recherche actuellement. Donc, comme je vous ai dit, avec l'énergie de l'oscillation, qui se traduit par la variation de fréquence pic Raman, ainsi que la durée de vie de l'oscillation, qui se traduit par la largeur à mi-hauteur du pic, on est capable de reconstruire le caractère effacé. Donc, pourquoi ne pas s'intéresser à la symétrie de l'oscillation, qui en fait va se traduire dans le ratio de dépolarisation. Donc, sans vous donner tous les détails techniques de ce ratio en tant que tel, ce que je peux vous dire en fait,
c'est que c'est un rapport d'intensité qui devrait être invariable pour une oscillation moléculaire donnée. Donc, en résumé, si on voit un changement dans ce ratio bien spécifique, ça veut nécessairement dire qu'il y a un changement dans la nature ou dans la symétrie de l'oscillation, par exemple, lié ou dû à une contrainte. Et comme je vous ai dit plus tôt, comme on s'intéresse aux intensités, la résolution spectrale nécessaire est moins exigeante que pour les deux autres paramètres. Et en termes aussi de temps d'acquisition et de traitement de données, on va venir optimiser le tout contrairement aux deux autres paramètres. Donc, pour résumer la présentation, je dirais que la spectroscopie Raman s'est avérée être une technique intéressante, fiable et surtout non destructive pour la reconstruction des numéros de série, particulièrement dans les polymères. Elle continue à ce jour à offrir de nouvelles possibilités, soit entre autres avec le ratio de dépolarisation, qui pourrait permettre le déploiement de la technique dans de multiples laboratoires de sciences forensiques. Puis pour terminer, j'aimerais juste dire qu'on a aussi d'autres avenues de recherche. Donc, je parle notamment d'autres méthodes d'imagerie, donc la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie terahertz, le fluorescence lifetime imaging microscopy. Puis on s'intéresse aussi aux autres techniques d'impression. Donc, on peut parler d'impression introduite par laser, introduite par gravure. Puis pour terminer, j'aimerais remercier mes directeurs de recherche, les membres de mon équipe de recherche, les organismes subventionnaires, le comité organisateur et le public des midi-conférences.